Alain Etonoven, bonjour. Bonjour Damien. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. Alain, vous avez un CV vraiment impressionnant puisque vous avez travaillé à la tête, vraiment à la direction de plusieurs constructeurs, vraiment d'horizons différents, tant en Asie qu'en Europe. Et à ce titre-là, vous avez vraiment une belle vision de ce avec quoi ils sont occupés. Et ce qu'ils développent, c'est ce avec quoi nous allons rouler plus tard. Et force est de constater qu'il n'y a pas un jour, en tout cas pas une semaine, où un constructeur ne lance pas un nouveau modèle 100% électrique. Tous les constructeurs ont minimum des hybrides rechargeables, ce qu'on appelle plug-in, ou des full électriques. Est-ce que ça veut dire pour autant que demain, nous allons tous rouler uniquement avec des voitures électriques ? Alors c'est tout à fait exact. Il y a une explosion des ventes de voitures électriques de différentes catégories que vous avez citées. Je dirais qu'en 2018, si on prend l'Europe, la voiture électrique représentait environ 2% du marché. Si on prend le premier trimestre de 2021, on est à 6%. Donc en 2 ans, on a triplé le volume. Mais on n'est toujours qu'à 6%. Donc si on prend un marché total de 15 millions de voitures en Europe, ça nous amènera à 1 million de ventes de voitures. Maintenant, les 14 ou 15 autres millions de voitures vendues seront toujours des voitures avec moteur à combustion. Ça, c'est pour la première partie de la question. La deuxième, c'est est-ce que nous allons tous rouler avec des voitures électriques ? Là, il y a l'influence du parc automobile. Une voiture dure 20 ans entre le moment où elle est produite et elle est retirée de la circulation. En moyenne, l'âge moyen d'une voiture est de 10 ans. Donc, il faudra un certain temps avant que les voitures traditionnelles soient remplacées. L'Europe espère que d'ici 2030, nous aurons environ 30 millions de voitures électriques sur le marché. Mais il faut relativiser ça par rapport au fait qu'il y a 250 millions de voitures qui roulent en Europe, donc ça ne fera toujours qu'un petit peu plus de 10%. Alain, lorsqu'on regarde l'offre totale au niveau hydrogène, pour l'instant, force est de constater aussi qu'il y a très peu de modèles, ils ne sont pas démocratiques. On ne peut pas dire qu'il y a des lancements de nouveaux modèles. Il y a un problème clairement au niveau du nombre de stations de recharge. En Belgique, c'est vraiment anecdotique. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la mobilité hydrogène est condamnée ? Non, pas du tout. Je pense qu'on va voir l'hydrogène arriver assez rapidement dans des applications comme les camions où la batterie électrique a ses limitations. Si on prend un camion de 40 tonnes, pour pouvoir faire 800 km avec des batteries, il devrait emmener plusieurs tonnes. On parle entre 4 et 10 tonnes de batteries, suivant la nature des batteries. Et là, l'hydrogène pourrait avoir, évidemment avec la pile à carburant, pourrait avoir un avantage énorme. De plus, un camion, contrairement à la voiture, n'est pas destiné à rouler 50-100 km par jour, mais plusieurs centaines de kilomètres par jour. Et là, l'hydrogène a un avantage énorme, c'est que quand on recharge le camion avec de l'hydrogène, ça se passe qu'avec un camion diesel, alors qu'avec une batterie, il faut entre 7 et 8 heures pour pouvoir recharger le camion. Une autre application, c'est dans le domaine de l'aviation. Airbus a présenté le premier avion à hydrogène. La masse d'énergie qu'on peut transporter dans un avion est très importante et l'hydrogène a un avantage énorme sur les batteries qui sont très lourdes comme on le sait dans les voitures. Donc on va voir l'hydrogène apparaître dans des locomotives. Alstom teste des locomotives en Allemagne ou dans des bateaux. Les grands bateaux qui vont au travers des océans pourront fonctionner à l'hydrogène. Il y a le premier bateau de croisière qui est construit pour l'instant dans les pays nordiques avec une pile à combustible. Donc il sera 100% propre et on n'aura plus les phénomènes qu'on a avec les émissions de particules quand il arrive dans Venise par exemple. Alain, vous avez cité l'exemple de l'aviation. Quand on parle d'hydrogène, en fait, c'est pas tout de parler de la migration vers l'hydrogène, mais le gros intérêt serait d'aller vers l'hydrogène dit vert. Un exemple que j'ai lu, un rapport du Shift Project disait que rien que pour faire se mouvoir tous les avions qui décollent et qui atterrissent dans un aéroport, il prenait l'exemple de Roissy, il faudrait 20 000 éoliennes. La seule chose qui est vraie, c'est que pour l'instant, l'hydrogène est un produit dérivé, je dirais, des hydrocarbures, c'est certain, du gaz.
Ça va changer à l'avenir dans la mesure où par électrolyse on va pouvoir fabriquer de l'hydrogène vert. L'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électricité, c'est qu'il peut être stocké. Et donc ça va permettre d'avoir des périodes de stockage quand par exemple il y a énormément de soleil et énormément de vent. On connaît tous le phénomène où on entend qu'on a dû jeter de l'électricité. Eh bien à l'avenir on pourra produire de l'hydrogène et la mettre en réserve. Donc ça c'est un des éléments. Alain, dernière question, vous n'y échapperez pas, comme tous les autres invités. D'accord. Bien que, pas plus qu'un autre, vous n'ayez de boule de cristal, selon vous, la voiture du futur et la mobilité du futur ressembleraient à quoi? Je pense que ce qui va changer, c'est qu'on va essayer d'endommager un petit peu moins la planète sur laquelle nous vivons. C'est toute la thématique du CO2, mais également la thématique des NOx, particulièrement dans les villes, qui eux sont des gaz poisons pour l'être humain, au contraire du CO2. La deuxième chose, c'est que je pense que les gens vont s'habituer à être moins possesseurs, propriétaires de leur voiture et de plus en plus utilisateurs. La troisième chose, c'est qu'on se dirige, en tout cas sur les grands axes, vers une voiture qui va rouler plus que son conducteur. On a déjà toutes les aides à la conduite aujourd'hui, la voiture qui freine automatiquement, etc. Et progressivement, la voiture va prendre en charge une bonne partie de la conduite au travers de l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Je trouvais que c'était super sympa cette interview ici et j'espère que des voitures comme cette petite Fiat 500 resteront encore longtemps sur la route parce que ce sont ces voitures qui ont permis après la Seconde Guerre mondiale à la majorité des gens d'accéder à la mobilité individuelle et ce serait dommage qu'elles disparaissent. Très grand merci Alain pour merci de m'avoir invité. À très bientôt j'espère.